De retour dans l'Africa Newsroom, notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo est toujours avec nous, ainsi que notre invité, écrivain et auteur notamment d'une Odyssée gabonaise, Monsieur Elono. Et puis Gracien a cédé sa place à un nouvel invité, un écrivain également, Elgas, auteur de Un Dieu et de mers paru aux éditions Présence africaine. Elgas, bienvenue parmi nous. Merci. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Homme de lettres, homme de culture, maître Titinga Frédéric Passéré est une bibliothèque vivante. Premier avocat du Burkina Faso, il est né vers 1943 à Manéga. Il est titulaire de diplômes en sciences juridiques, de droit public, lettres et sociologie. Auteur de plus d'une soixantaine d'œuvres relevant de domaines divers tels la littérature, la culture, l'art, la sociologie ou encore l'économie. Il est le premier et le plus grand des poètes du Burkina Faso. Dans son village natal, situé à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale, il est le chef coutumier. Un musée a été créé par ses soins pour la préservation de la culture africaine. C'est un reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Maître Titinga Frédéric Passéré, un homme de culture, né en 1943 à Manéga, un bourg situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Ouagadougou, il administre ce village en tant que chef coutumier. Ses études primaires, secondaires et universitaires l'amèneront à brasser des cultures, à partager des expériences mais aussi à en donner. Après ses études, il embrasse la profession d'avocat. Il fut le premier avocat burkinabé et bâtonnier de l'ordre de 1973 à 1992. Il se révèle aussi comme un grand homme de lettres et de culture. Le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire, le concours africain lui est décerné en 1982 pour ses œuvres, Poèmes pour l'Angola et la poésie des griots. Membre titulaire de l'Académie mondiale de poésie de Vérone en Italie, de l'Académie des sciences d'outre-mer et membre honoris causa de l'Académie des arts, des lettres et sciences de Languedoc en France. Il est un être multidimensionnel, difficilement classable, estime le professeur Albert Ouedraogo, enseignant de littérature orale à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Qui est maître Frédéric Titinga Passéré? Qu'a-t-il apporté à la littérature et à la culture africaine? Au Burkina Faso, maître Titinga Frédéric Passéré est une bibliothèque vivante. Homme de culture et de lettres, son œuvre littéraire et poétique est immense et profonde. Écrivain prolixe comme le qualifient ses successeurs, la culture définit la vie de l'homme. Au Moro, le roi règne et la coutume gouverne. Ce n'est pas le roi qui gouverne. C'est-à-dire que la politique est une chose trop importante et ne doit pas être confiée à des politiciens. C'est trop sérieux pour être confié à des politiciens. C'est la culture qui définit le politique, qui définit le culturel, qui définit le social, qui définit la vie, qui définit la mort. Pour cet homme de lettres, écrire c'est vivre, c'est perpétuer l'existant pour les générations futures. À titre d'exemple, à la fin de l'année 2014, cet écrivain comptait 68 livres portant sur 150 volumes, allant jusqu'à 1500 pages. Moi, né en 1943, je me retrouve être de la civilisation, de la colonisation. Mais aussi, ultérieurement, ma vie sera de l'époque moderne. Je veux dire le droit moderne. La conséquence, si moi, je ne mets pas le maximum pour des recherches, parce que la civilisation africaine est en train de disparaître. Si moi, je ne prends pas toute disposition pour tout connaître, pour tout préserver, par l'écriture, il faut dire qu'un pan de notre histoire va disparaître. De nombreux écrits, des poèmes, des essais composent la vie littéraire et culturelle de maître Titinga Frédéric Passéré. Satire sous le Sahel, refrain sous le Sahel, Quand s'envolent les grues couronnées, entre autres. Ces écrits sont enseignés dans plusieurs universités africaines, notamment en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Des écrits qui ont donné goût à certains écrivains à l'image de Honoré Ouedraogo, écrivain mais aussi éditeur. Le refrain sous le Sahel a été la première œuvre écrite par un Burkinabé que j'ai lu. Déjà donc dans les années 89 par là. Alors que j'étais encore au primaire. C'est vrai que je ne comprenais pas tout, mais j'avais déjà de l'admiration pour un Burkinabé qui a écrit. La poésie traditionnelle orale africaine utilise dans son expression les langues africaines.
Riche et variée, elle est chantée, déclamée, psalmodiée ou encore instrumentale. Langage fondé sur le rythme, la parole ou la phrase du tambour est faite de juxtapositions savantes alliant des concepts de mêlée appelés zabioya ou nom de guerre. Le langage du tam-tam est pour Maître Frédéric Titenga Passeré un jeu de puzzle. Les griots qui m'accompagnent, c'est le langage des tambours. Leur phrase n'est pas sujet, verbe, complément. Par exemple, je vais à Paris, je vais à New York, je vais à Abidjan. Non. La phrase est une juxtaposition de devises. Quand on crée une circonscription administrative, on donne une devise à la circonscription administrative. Ouagadougou, on dit Raya Isbeoro, Bahtibeo Atore. Ouagadougou, n'est pas perdre l'avenir. Laisse l'avenir venir lui-même. C'est une patrie de preux. C'est la capitale des hommes intègres. Ils n'ont pas peur de l'avenir. Ils n'ont pas peur de l'adversité. Il faut laisser l'adversaire venir. Il saura à qui il a affaire. Le combat de Maître Passeré est pour une libération de l'homme noir, son appropriation de sa culture, la réhabilitation des langues. À l'ère de l'uniformisation culturelle. Et au nom de cette uniformisation culturelle qui est en réalité une occidentalisation de la culture, les cultures dites périphériques sont en danger. Les cultures africaines sont en danger de mort. Et ce ne sont pas les autres qui vont venir sauver notre culture. C'est un combat que les intellectuels doivent faire à leur niveau. Et Maître Passeré nous montre la voie. Si la termitière vit, qu'elle ajoute de la terre à la terre, est l'une des célèbres devises de ce chef coutumier et garant de la tradition. Il inventa la bendrologie, la science du langage du bendré, le tambour, et aussi la wangologie, la science du langage des wangos ou les masques, un langage gestuel. Il est le conservateur et dépositaire de traditions, il est promoteur d'un musée. Maître Passeré, en somme, c'est une termitière qui vit. Et à travers justement ce célèbre dicton, Maître Passeré veut dire il faut que chaque Burkinabé arrive à apporter une plus-value à son existence, mais aussi à l'existence du commun des Burkinabés. À 72 ans, la vie de ce sage se passe entre des conférences, des séminaires, mais aussi et surtout écrire, écrire et encore écrire. Dans son cabinet d'avocat basé à Ouagadougou, les livres de droit côtoient ceux de la littérature, des trophées et reconnaissances sur sa table. Dans sa bibliothèque privée, les archives écrites sonores et visuelles se disputent les étagères. Il a fondé en 1997 le musée de Manega à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou pour la préservation et la défense de la culture africaine et pour s'opposer surtout à la sortie des objets d'art du continent. Jean-Marie, écrivain, avocat, Honoré par-ci et par-là, Maître Titenga Frédéric Passeré est souvent qualifié d'homme justement inclassable, vous comprenez ? Vous ne pouvez pas classer comme ça, c'est-à-dire un individu comme celui-là. C'est-à-dire il est dans la dimension intellectuelle, c'est-à-dire qui va au-delà de ce que je dirais le surmoi. C'est-à-dire l'Africain, c'est-à-dire dans sa constitution, a toujours été mis à la marge de la société. Voilà les individus, les Africains, que j'appellerais moi encore un africaniste, qui sait que la culture est la pierre angulaire de l'évolution de l'individu dans la société. Donc, il s'intéresse à tous les domaines qui touchent la vie, l'histoire, la culture africaine. Et c'est ce que nous, les Africains, nous devons faire. Je l'ai suffisamment répété sur ce plateau, c'est-à-dire, moi, c'est mon credo. C'est-à-dire, les Africains, nous devons prendre nous-mêmes en main notre destin. Ce ne sont pas les autres qui viendront le faire. Vous avez l'enseignant du Burkina Faso là, qui était exactement en train de dire, nous sommes en danger. Si vous voulez, l'uniformisation culturelle fait en sorte que nous allons nous retrouver comme étant des orphelins dans une société dans laquelle l'Afrique a énormément donné au monde. L'Afrique a énormément produit. Donc des individus, des auteurs, des Africains comme M. Passeré, ce sont des gens qui ont compris la dimension et surtout ils reviennent sur ce que l'Afrique a apporté au monde. Et il faut que nous sauvons ça pour notre futur. Parce que la culture, si vous voulez, c'est ça qui conditionne le futur d'un individu dans un environnement donné. Et je pense que voilà un auteur qui a compris l'importance, si vous voulez, que la culture
a pour l'Afrique. Ne pas s'intéresser uniquement à son petit domaine, mais balayer ce qui est important pour toute l'Afrique. Elgas, votre ouvrage « Un Dieu et des mœurs », c'est un peu un carnet de voyage, le vôtre, quand après une longue absence, une absence de 4 ans, vous avez retrouvé votre pays, le Sénégal, un retour aux sources qui n'a pas été comme vous l'avez imaginé. Oui, il faut dire que mon enthousiasme et mes espoirs ont été un tout petit peu douchés, parce qu'après 4 ans, avec la joie, la naïveté de redécouvrir les paysages, j'ai découvert des réalités imputables aux fêtes traditionnelles et aux fêtes religieuses, et surtout à ces dérives, parce que je ne veux pas faire d'amalgame entre la religion et la tradition et leur expression de manière générale, parce qu'on peut y trouver définitivement des choses infiniment vertueuses qui sont très très bien pour le pays. Mais en fait, j'ai redécouvert un pays meurtri, avec des minorités qui souffrent, avec la douleur de la mort qui a frappé beaucoup de mes proches, et je me suis dit qu'il fallait restituer ça, le raconter de manière très très libre, mais aussi sans concession. Donc c'est ce que je fais. C'est une invitation au débat et pas une injonction. Donc si Un Dieu et des mœurs, c'est une première partie qui s'appelle Au nom de la tradition, et une seconde partie qui est plus entre le long éditorial et l'essai qui est consacré à la religion et aux dérives du fait religieux au Sénégal. Voilà. Elgas, votre livre évoque notamment les dérives de la traite des enfants talibés, une cause qui vous tient à cœur. Particulièrement. Je travaille sur cette question depuis très longtemps comme observateur assidu, comme journaliste aussi, parce que je suis aussi journaliste. Vous êtes rappelé aux téléspectateurs Oui, je suis journaliste. Donc les enfants talibés, on estime qu'ils sont à peu près 100 000 au Sénégal. Donc après, les statistiques ne sont jamais fiables au Sénégal, mais c'est un ordre de grandeur qui me paraît assez crédible. Et ils sont envoyés dans la rue, grosso modo de 6h du matin à 22h. Ils sont sous la tutelle de maîtres coraniques très très souvent. Et ils subissent beaucoup de sévices dans la rue, ce qui est assez tragique. Et très souvent, il y a des drames qui arrivent. Et le drame d'ailleurs qui ouvre l'essai qui se trouve en deuxième partie du texte, c'est un drame qui s'est passé en 2013. 9 enfants talibés, âgés de moins de 10 ans quasiment, ont trouvé la mort dans un incendie dans un quartier populaire à Dakar. Et donc, j'ai cru opportun de rendre hommage d'abord à ces gens-là, mais d'expliquer surtout les causes profondes qui peuvent arriver à causer ces drames-là. Voilà. Monsieur Elono, vous êtes auteur de 3 livres, Une Odyssée gabonaise, un roman inspiré du parcours migratoire de votre oncle, Africa, lève-toi et marche, un essai politique, La cosmogonie des Betty Benanga, qui revient notamment sur les pratiques ancestrales du continent africain, et puis votre dernier ouvrage, qui n'a pas encore été publié, s'intitule Le destin tracé d'un petit seigneur de la forêt. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce dernier livre ? Sur ce dernier livre, je raconte tout simplement l'histoire de mon grand-père maternel, parce que moi, je n'ai pas connu de père ni de mère. Ma mère est partie, j'avais 3 jours, et mes grands-parents maternels m'ont récupéré. Et donc, c'est eux qui m'ont élevé, et j'ai eu cette chance d'aller à l'école, à la fois à l'école traditionnelle et l'école moderne, celle dite qu'on appelle chez nous l'école de l'homme blanc. Et cet homme m'a beaucoup inspiré. C'est pour cela tout à l'heure, quand je suivais le reportage que vous avez présenté tout à l'heure, j'ai dit, je revoyais mon grand-père, parce que ce monsieur qui est avocat, c'est un géant, c'est vraiment un inclassable. Et moi j'ai toujours dit que les Africains qui viennent étudier ici, voilà, il a étudié ici, mais quand on le voit boire dans sa casserole, quand on le voit habillé du boubou africain, accompagné des 2 personnes qui jouent des tambours, mais moi je ne sais pas comment je peux qualifier ça. C'est très beau. Moi j'ai toujours dit aux Africains qui viennent étudier ici en Europe, tropicalisez vos diplômes. Parce que le problème, c'est quoi? La civilisation, c'est toujours la culture de l'autre. Et il y a un phénomène qui apparaît maintenant lorsqu'on se retrouve entre Africains. Essayez de mettre notre musique traditionnelle. Vous entendrez dans la salle quelqu'un vous dire « Laisse-nous cette musique des villageois ». Et à force d'entendre le mot villageois, je suis allé dans le dictionnaire, j'ai essayé de fouiller pour voir si le mot villageois avait changé de connotation. Et je me rends bien compte que villageois, c'est quelqu'un qui vit dans un village. Est-ce qu'il y a une honte à vivre dans un village? Donc, le dernier bouquin qui doit paraître, il raconte tout simplement la naissance de ce grand-père qui est né dans la jungle, dans la forêt équatoriale, et qui n'avait aucune chance de travailler dans l'administration un jour. Mais curieusement, son oncle à lui, qui est venu lui donner son nom quand il était encore bébé, c'est lui qui a prédit ça. Étant couché dans son berceau qui était formé de feuilles de bananier, et comme la tradition voulait que le premier qui arrive devant le nouveau-né lui donne le nom, et
tel qu'il me décrit sa naissance, il était né prématuré. Et ces choses-là, les gens ne maîtrisaient pas ça très bien dans notre tradition. Quand un enfant naissait prématuré, on disait qu'il est bizarre. Et les gens ont défilé toute la journée. Personne n'a voulu donner son nom à ce bébé-là. Et c'est son oncle, lui, qui habitait loin en forêt, qui arrive en dernier le soir vers 18h à la tombée de la nuit, et il demande à son neveu, est-ce que quelqu'un n'a pas encore donné de nom à cet enfant? Et son neveu lui dit non. Il dit pourquoi? Il dit je ne sais pas. Il dit les humains sont aveugles. Si on leur enlevait la fine pellicule qu'il y avait devant leurs yeux, ils verraient mieux les choses. Voilà un roi qui est couché là. Quand je le vois, lui aussi, parce que la famille de mon grand-père maternel, c'est une lignée de marabouts, comme on appelle chez nous les Ngengans. Donc il soignait les gens. Il dit, lui aussi il va soigner les gens, mais curieusement, il ne va pas les soigner avec la même méthode que nous. Parce que je vois autour de lui des individus qui ressemblent aux fantômes, qui ont des longs nez. C'est avec eux qu'il va habiter, il va parler leur langue. Donc il parlait de l'homme blanc qu'il n'avait jamais vu. Et son parcours a été, voilà qu'un médecin français qui vient du milieu de la France, le docteur Gobert, arrive comme ça dans cette région et l'adopte comme un fils et lui apprend le beau métier d'infirmier. Et à la fin, il est devenu fonctionnaire de la santé publique. Une belle histoire, monsieur Elono. Elgas ? Oui, alors pour rebondir juste sur les propos de mon voisin, ce qu'il dit est très très juste. Moi j'ai toujours milité pour qu'il n'y ait pas une opposition franche entre la tradition et la modernité. Je pense que la tradition n'est pas figée dans le temps et la vocation a évolué, la vocation a utilisé très très bien la modernité pour se renouveler, pour se développer. Et quand j'ai reçu l'invitation que vous nous avez adressée, donc je suis pas arrivé les mains vides, je me suis procuré l'ouvrage de Monsieur Passeret. Le document d'ailleurs que vous avez passé était très très rafraîchissant, mais ça entre en parfaite adéquation avec ce que le Burkina a toujours été d'ailleurs en Afrique, c'est-à-dire un pays à l'avant-garde d'une vitalité culturelle extraordinaire. C'est qu'avec le FESPACO, les récréatrales de Ouagadougou, même avec une maturité citoyenne qu'on a encore vue à l'œuvre récemment, le Burkina a toujours essayé de tirer son épingle du jeu, et donc c'est une période faste, j'espère, qui va s'ouvrir pour eux, même si l'histoire et la tradition ne sont jamais des gages. Ce sont juste une succession de faits sociaux. Il faut que les hommes, dans leur inventivité, dans leur créativité, dans leur responsabilité et leur intelligence, arrivent à créer quelque chose avec tout cet héritage-là. Mais en soi, seul, ça ne peut pas constituer la panacée. Monsieur Elono, peut-être revenir sur les propos de Maître Titenga Frédéric Passeret. Il a dit dans une de ses interviews que l'Afrique n'avait pas trop foi en sa culture. Oui, c'est ce que je venais d'évoquer tout à l'heure, que lorsqu'on est dans une fête et quand on joue du hip-hop, quand on joue, je ne sais pas moi, la soul, machin, bon, tout le monde gesticule. Et une fois que vous mettez, par exemple, moi je suis d'origine Béti, donc je suis un Ewondo, je suis du Cameroun, de la région du centre. Donc lorsque vous mettez l'Obikutsi, les gens commencent à vous dire, oh là, attention, mais c'est quoi cette musique de villageois? Oui, nous avons parfois honte de nous-mêmes. Nous avons parfois honte de nous-mêmes. Moi, je me rappelle, quand je vais vous raconter une petite anecdote, quand je passais l'épreuve du brevet des collèges à l'époque, je tombe sur un membre du jury. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, la tradition voulait qu'on vous donne un texte. Et vous allez à un angle, vous lisez votre texte pendant 15 minutes, et c'est sur ce texte qu'on va vous poser des questions après. Et quand je suis arrivé devant ce jury, donc il a pris un texte d'un auteur camerounais, Alexandre Biyidi, alias Mongobeti. Le titre, c'était Le jeu de boules. Et il me dit, Monsieur Raphaël Elono, allez le lire pendant 15 minutes et revenez. Et quand je reviens, il me dit, voilà, quand je vois votre carte d'identité, vous vous appelez Elono. Je dis oui. Il dit, ça veut dire que vous êtes Beti, vous êtes Ewondo. Je dis oui, monsieur. Il me dit, moi, si je suis Beti, je m'appelle Atana. Et il me dit, bon, nous allons passer un deal. Si vous me dites comment on appelle le jeu de boules en Ewondo, je vous donne 19 sur 20. À un moment donné, j'ai cru qu'il se foutait de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il... Moi, je croyais que j'allais être criblé de questions. Et c'est la seule question qu'il me pose. Et il me demande de répondre. Puis il va me donner 19. Et je le regarde pendant 2 minutes. J'étais complètement... et il me dit, voilà, on perd le temps. Et je lui dis, le jeu de boules en Ewondo, ça s'appelle Ngok. Et il m'a dit, voilà, ça ne sert à rien de parler la langue d'autrui si on ne maîtrise pas sa propre langue. Merci Monsieur Elono d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain et auteur notamment d'une Odyssée gabonaise. Merci pour vos analyses. C'est moi qui vous remercie et je vais dire bonsoir à mes enfants, Chelsea, Maïva, Mathis qui me regardent en ce moment et à leur maman Elono Cécile. C'est moi qui vous remercie. Merci encore Monsieur Elono. Ça a été un plaisir pour moi.
Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve très vite juste après la pause. À tout de suite.